quand j'avais peut-être 15-16 ans, c'est là que j'ai vu qu'il y avait une différence entre ce que j'étais capable de dire et ce que les Japonais de mon âge étaient capables de dire, de comprendre, et aussi de lire et d'écrire. Et je voyais vraiment que je savais beaucoup moins bien parler que quelqu'un qui vivait au Japon, par exemple. Je voyais que je cherchais mes mots souvent, où je demandais ça veut dire quoi. Et du coup, j'en suis même arrivé à me demander, mais est-ce que je peux dire que je suis japonais parce que je sais même pas parler correctement. Être bilingue, ça veut pas dire parler parfaitement nos deux langues. Mais à l'époque, je ne le savais pas. C'est encore un mythe qui circule beaucoup que un enfant qui est bilingue doit parler parfaitement les deux langues. Je me sens pas complètement de quelque part et je suis content d'être un peu de tout ce qui fait qui je suis maintenant. Donc français, japonais parce que j'ai grandi comme ça et anglais parce que maintenant j'y vis. Les identités s'additionnent et ne se divisent pas. C'est un peu ainsi que l'on pourrait résumer l'histoire de Yoshito Darmon Shimamori. Enfant né de mère japonaise et de père français, Yoshito a grandi en région parisienne. S'il parle couramment le français et le japonais, c'est lors d'un séjour au Japon dans sa famille alors qu'il est adolescent qu'il réalise qu'il n'a pas autant de nuances dans son lexique que les jeunes de son âge. Et surtout, il se sent terriblement différent car il ne sait pas lire le japonais. Alors émerge cette question en lui. Suis-je vraiment japonais si je ne suis pas capable d'en lire la langue ? Avance rapide, 20 ans plus tard, nous voilà à Londres, où il vit désormais avec sa femme, elle-même coréenne. Et cette question a pris une place fondamentale dans la vie de Yoshito. Devenu papa, il s'est donné pour mission d'aider ses enfants à développer leur identité et leur indépendance en leur apprenant leur langue. Ce cheminement, je laisse Yoshito vous le raconter. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Non, je prends le vert. Nemse. Non, c'est pas... Mais non, c'est marqué Nemsi. Qu'est-ce que tu racontes, Nemse? C'est toi, Nemse, là. Moi, c'est lui. Ça veut dire quoi, Neshi? Neshi, ça veut dire comme faux. Ça. 아니야 ça c'est des 이거는 What's this 이거 뭐야? thing? 왕. Ça c'est comment C'est on one. dit? King. One. 왕. You're the ouais. king. You're the king. 선비는 c'est des You're the king. You're the king. Je m'appelle Yoshito Darmon Shimamori, je suis prof en Angleterre et j'ai aussi un business où j'aide les familles multilingues, enfin pour aider les parents à aider leurs enfants à lire et à écrire donc dans leur langue familiale. Et donc moi-même j'ai 2 enfants qui sont multilingues, l'aîné a 9 ans et mon cadet a 7 ans. Donc ils parlent le français, coréen et l'anglais. Français parce que je leur parle en français, coréen parce que ma femme est coréenne. Et anglais parce qu'on vit en Angleterre. Et donc là, je te parle depuis Londres. Avant d'être une famille multilingue, la famille de Yoshito est une famille profondément multiculturelle. Franco-japonaise d'un côté, coréenne, vivant en Angleterre. Quels sont les prénoms que lui et sa femme ont choisis pour leurs 2 fils ? Des prénoms coréens, français, japonais, anglais ? Je voulais que dans leur nom, on puisse voir qu'ils soient de toutes leurs origines. Donc ils ont le premier prénom qu'on utilise tout le temps, c'est le prénom coréen. Après, ils ont un prénom français et un prénom japonais. Pas de prénom anglais parce que je me suis dit, c'est pas de nos origines, on habite là. Donc puis en Angleterre, surtout à Londres, il y a beaucoup de gens de plein de pays, donc ouais. Et je voyais pas l'intérêt de donner un prénom anglais. Vous êtes brossé les dents? Oui. Ah non, allez-y, Allez, allez brosser les dents. 빨리 해. 갔다 와. If you do it fun, it'll feel so. Si Yoshito est aujourd'hui père de famille multilingue, son immersion multilingue remonte en fait à l'enfance, puisqu'il a grandi avec une maman japonaise et un papa français en région parisienne. J'ai grandi en France avec le français et le japonais. Donc ma mère qui est japonaise et mon père qui est français.
Donc à la maison, on avait les deux langues. Je parlais français à mon père, japonais avec ma mère. Bon, avec mes amis franco-japonais, on parlait en français. Mais ceux qui étaient japonais et qui venaient d'arriver du Japon, c'était en japonais. Donc voilà, et c'est pour ça que je parle français et japonais. J'ai eu beaucoup de difficultés à apprendre à lire, à écrire en japonais. Et maintenant que je suis prof, je vois que j'ai des enfants qui sont bilingues ou multilingues, mais qui savent pas écrire ou lire dans leur langue. Donc je vois un peu que c'est un truc qui est assez répandu. Et ça touche, je pense, beaucoup à l'identité. Quand on sait lire et écrire, on se dit qu'on peut vraiment faire partie d'une culture et on peut avoir accès à tout ce qu'il y a à toute cette culture. Alors quand je dis que je me sentais pas vraiment japonais parce que je pouvais pas bien lire et écrire en japonais, c'est plus parce que je sentais que je pouvais pas faire comme les japonais. Donc quelqu'un qui sera au Japon, s'il sort dans la ville, il peut s'orienter comme il faut, il peut commander des trucs au restaurant en lisant le menu sans problème. Donc en fait c'est aussi ce manque d'indépendance qui faisait que je me sentais pas faisant partie du groupe en fait. Je crois que c'est ça vraiment la raison. Pas forcément savoir lire et écrire, mais le fait que je me sentais pas faisant partie du groupe parce que j'étais pas indépendant. Et j'étais pas indépendant, enfin je pouvais bien parler et comprendre, donc ça allait, mais moi ce qui n'allait pas c'était lire et écrire. C'est ça qui m'enlevait mon indépendance quand j'allais au Japon. Mais juste pour l'anecdote, je me rappelle d'une fois quand je voyageais avec mon frère, donc j'avais 16 ans et lui 14 ans, et on voyageait tout seul et on devait aller je sais plus où, quelque part dans la campagne. On avait acheté des tickets et c'était tout écrit en japonais. Donc où est-ce que le quai était, la destination, enfin tous les détails sur le billet. Et à un moment j'ai eu un doute, je me suis demandé est-ce qu'on est vraiment sur le bon quai. Et du coup j'ai demandé à quelqu'un qui était à côté avec mon accent japonais. Quand je parle japonais, j'ai un accent japonais. Donc je lui ai dit ouais, est-ce que ce ticket c'est vraiment pour aller à cette destination? Et il a eu un temps d'arrêt, il m'a regardé. Et du coup, j'ai compris qu'il se demandait pourquoi je lui demandais que c'était écrit sur le ticket, que je lui ai montré le ticket. Et je lui ai dit, en fait, je vis en France et je sais pas bien lire japonais, c'était juste pour vérifier. Et du coup, il m'a dit, oui, c'est bien là. Puis après, forcément, il nous a félicité parce qu'on parlait bien japonais. Ça se rattache à un des aspects que je traite dans mon livre, c'est le mythe du bilingue parfait. Donc, c'est-à-dire qui est capable de tout faire aussi bien dans une langue que dans l'autre. Et comme quand j'étais ado, je me disais aussi qu'il fallait que je sois parfait en japonais pour pouvoir me considérer comme étant aussi japonais, ça m'a mis le doute. Et ouais, du coup, je pense qu'il y a aussi ce message qu'il faut normaliser, que quelqu'un de bilingue, c'est pas forcément quelqu'un qui a une commande parfaite des deux langues, mais ça passe aussi par la compréhension des normes qu'il y a dans chaque culture, tout plein de choses. Et de toute façon, il n'y a pas de parfait. Même en français, qui est ma langue que je maîtrise le mieux, il y a des choses, je suis sûr que je fais des erreurs en parlant. Il y a des choses que je dis, je sais qu'ils sont fausses, mais quand je les enseigne à mes élèves, je fais bien attention à bien le dire de la bonne manière. Donc on n'est pas parfait non plus dans notre langue la plus forte, et c'est d'autant plus vrai quand on a une langue minoritaire. Ouais. Donc la langue parlée, absolument, elle est importante aux yeux de Yoshito et de sa famille pour justement développer chacun son identité, mais elle doit être complétée par la lecture et l'écriture. Quand on vit dans un pays, donc mes enfants ils vivent en Angleterre, en français on va parler d'un certain nombre de choses, mais c'est assez limité au quotidien. Quand on lit des livres, on va voir d'autres situations. Donc il y aura du vocabulaire qu'ils n'auront pas vu en français, mais que peut-être ils auront vu en anglais parce qu'ils les auront lus dans d'autres livres en anglais. Donc les livres, ça apporte beaucoup de vocabulaire. Et l'avantage que les livres ont sur la télé, c'est qu'on peut s'arrêter et puis clarifier un mot, etc. Alors que quand c'est un dessin animé, ils n'ont pas envie d'arrêter de faire pause pour dire ça veut dire quoi, sauf si ça revient. Ils apprennent moins de vocabulaire juste en regardant la télé ou en écoutant des podcasts ou des livres audio que en lisant des livres. Quand on peut lire et écrire, on est plus indépendant, on peut se sentir plus faisant partie de cette culture aussi. Donc surtout quand on vit dans un autre pays, par exemple mes fils, ils ont l'air asiatiques, moi je suis franco-japonais,
ma femme est coréenne, on vit en Angleterre, ils ont l'air asiatiques. Donc je me dis, s'ils parlaient que anglais, on leur demanderait souvent, mais tu viens d'où, c'est quoi tes origines? Et le fait de dire, je suis français, coréen et aussi japonais, mais je parle que anglais, ça ferait un peu, je sais pas. Un manque de légitimité, c'est ça que tu veux dire? Ouais, moi c'est ce que j'ai senti en fait en grandissant à l'adolescence. Maintenant ça va, j'ai compris qu'en fait être bilingue, ça veut pas dire parler parfaitement nos deux langues mais à l'époque je ne savais pas et je sais qu'il y a c'est encore un mythe qui circule beaucoup que un enfant qui est bilingue doit parler parfaitement les deux langues. Les plus attentifs d'entre vous auront noté que Yoshito nous parle beaucoup de son apprentissage de sa langue, alors minoritaire, le japonais. Mais le japonais, il ne l'apprend pourtant pas à ses enfants. Pourquoi ? La faute à des clichés à qui il fait désormais la vie dure. Alors, oui, ça c'est une question qu'on me pose souvent. Pourquoi alors que je parle français et japonais, pourquoi j'ai décidé de laisser tomber le japonais ? Et du coup, comme ma femme est coréenne, ils apprennent le coréen et le français et ils ont l'anglais à l'extérieur. Ça c'est tout bête. Il y a deux raisons. La première, c'est que au début, je me disais que quand on élève un enfant avec plusieurs langues, il faut qu'il y ait un interlocuteur par langue. Donc je me disais, même si je parle deux langues, c'est pas possible de transmettre le français et le japonais. Maintenant, je sais qu'en fait c'est possible, qu'il faut juste s'organiser un peu, mais c'est très faisable. Il y a beaucoup de gens qui le font. Mais à l'époque, je ne savais pas et je me suis dit, comme je parle beaucoup mieux français, que c'est facile pour moi de m'exprimer en français, je vais juste leur parler en français. Et je me disais que le japonais, ça viendrait plus tard, s'ils voudraient en fait. La seule personne avec qui ils pourraient pas communiquer facilement, ce serait leur tante, la femme de mon frère qui est japonaise, et ma tante et mes cousines, mais qu'on voit maintenant très rarement. Donc c'est pas forcément dans leur environnement, c'est plus leur tante, donc la femme de mon frère, parce qu'elle parle que japonais. Mais bon, après c'est une personne et la majorité de ma famille parle français. Du coup, le choix était assez facile. Après, la deuxième raison, c'est plus un côté pratique, parce que déjà, en transmettant juste le français, je vois à quel point, tous les efforts que ça demande, l'organisation que ça demande, et le fait de devoir faire ça dans deux langues, je pense que ça aurait été vraiment, vraiment difficile. Donc, quand je vois qu'il y a des gens qui le font, je me dis, je leur tire mon chapeau, parce que ça demande vraiment beaucoup de, commitment. Il faut passer beaucoup de temps à le faire. Donc, sinon, par contre, le japonais, moi, je leur transmets la culture japonaise. Donc, ça passe par les BD qu'on lit. Donc, j'ai encore des BD de quand j'étais petit, des BD japonaises, des mangas. On regarde aussi des dessins animés en japonais, mais il y a beaucoup de dessins animés japonais qui ont été traduits en coréen. Donc, on les regarde en coréen, mais ils savent que c'est japonais. Puis quand on lit les BD, du coup, moi, je leur lis... comme je lis pas très vite en japonais, je lis d'abord en japonais. Après, je leur traduis en français. Ouais, donc ça passe par ça. Après, ma mère est japonaise. Du coup, quand elle vient, il y a forcément des mots qui sortent rapidement comme ça, genre attention, ou même des mots genre bon appétit, bonne nuit, t'as bien dormi, tout ça. Donc tout ça, elle le dit en japonais. Donc ils connaissent quand même quelques phrases en japonais. Le japonais, je leur transmets pas forcément la langue, mais plutôt la culture. Mais alors, de manière très concrète, mis à part la langue, comment est-ce qu'on transmet notre culture, dans le cas de Yoshito, la culture française, la culture japonaise, la culture coréenne, à des enfants qui finalement ne grandissent dans aucun de ces pays, mais qui vivent dans une culture familiale qui est un peu un mélange de tout ça? À leur âge, je dirais que ça passe plus par le fait de parler avec la famille, sur le téléphone, en visioconférence. Et sinon, au quotidien, c'est plus lire des livres en coréen ou français avec eux. On est abonné au magazine Youpi. Je trouve les magazines, ça leur permet de voir un peu comment ça se passe en France, parce que c'est écrit pour des Français
en France. Donc des fois, il y a des références culturelles qu'ils comprennent pas forcément, et du coup, je leur explique. Ça engage des conversations. La première fois qu'on a commencé à parler de l'école en France, c'était parce qu'on avait acheté un livre qui s'appelle Je suis en CP, quand j'ai commencé à leur apprendre à lire. D'ailleurs, je le conseille si quelqu'un commence à enseigner à ses enfants à lire. Je suis en CP, puis je suis en CE1, et je crois que je suis en CE2 aussi. C'est vraiment bien fait, c'est progressif. Donc c'est une référence que je recommande. Mais du coup, alors ça passe... l'écriture, c'est vraiment juste pour eux, pour qu'ils aient un pied un peu d'indépendance, et qu'ils puissent aller voir ce qu'ils veulent, quand ils veulent, dans les livres qu'on a, ou plus tard sur Internet, etc. Mais au quotidien, on leur transmet nos cultures par ce qu'on mange. Alors, on mange surtout coréen à la maison, parce que c'est surtout ma femme qui cuisine, et je trouve que ce que je cuisine, c'est pas forcément de France. Moi, je cuisine des tartes et tout, des choses vraiment toutes simples, mais je dirais pas que c'est typiquement français. Donc, on mange surtout coréen. Après, il y a les dessins animés qu'on regarde, les livres qu'on lit. Pour la Corée, on célèbre beaucoup les fêtes, comme le Nouvel An. Il y a comme l'équivalent de Thanksgiving Day en Corée. Le côté français, c'est plutôt à Noël, parce que les Coréens ne fêtent pas vraiment Noël, alors qu'en France, c'est bien présent dans la culture. Donc, on fête Noël à la française. On transmet aussi beaucoup de notre culture en parlant de qu'est-ce qu'on faisait quand on était petit, à quoi on jouait. Donc, tout ça, ça fait des références à la France, à comment nous, on vivait, enfin, France ou la Corée, comment nous, on vivait quand on était petit dans nos pays respectifs. Et ça leur permet un peu de se projeter aussi d'en savoir un peu plus sur nous, mais de se projeter un peu dans la culture dans laquelle nous, on a grandi. La dernière fois, par exemple, je vais montrer Dragon Ball. C'est japonais, mais je voyais ça, je regardais ça quand j'étais en France, donc ça fait partie de ma culture française, je dirais. On fait pas que transmettre la culture française et coréenne, parce qu'ils grandissent en Angleterre, et c'est vraiment important pour nous qu'ils se sentent aussi anglais, et qu'ils se sentent pas comme des étrangers dans le pays dans lequel ils grandissent. On veut qu'ils se sentent vraiment anglais, français et coréens. À Noël, en Angleterre, il y a c'est super important Noël en Angleterre. Il y a beaucoup de choses qui sont organisées. Une chose qui est vraiment bien pour les enfants, c'est Pantomime. C'est un théâtre où il y a beaucoup comment ça s'appelle ? Il y a beaucoup d'échanges entre les acteurs sur scène et le public. Donc il y a par exemple quelqu'un qui est un méchant, qui est derrière, qui passe derrière, et les acteurs demandent aux enfants, il est où, je sais pas qui, et de dire, il est derrière, il est à droite, à gauche, je sais pas quoi, il s'est caché, et les acteurs font semblant qu'ils le voient pas, et après les enfants sont plus excités, ils disent non, c'est plus par là-bas. C'est typiquement anglais, et ça, donc on fait comme les Anglais. Mais il y a beaucoup de choses, du coup, on veut vraiment qu'ils se sentent des trois cultures, et pas forcément seulement français et coréen. Et pareil, du coup, je veux aussi qu'ils sentent qu'ils aient une partie d'eux qui vient du Japon. Une chose que je leur transmets par rapport au Japon, c'est quand moi j'allais au Japon, pendant les vacances, qu'est-ce que je faisais. Ah oui, aussi un truc que je trouve un peu cool, c'est que j'ai un ancêtre qui était samouraï. Du coup, j'aurais expliqué ça, j'aurais expliqué ce que c'était un samouraï, et ils trouvaient ça super cool aussi. Donc ils sont bien contents d'être un peu japonais. Vous pensez que vous êtes français, coréen, anglais, japonais, vous êtes quoi, vous? Japonais, français, coréen, anglais aussi, et oui. Vous êtes tout, c'est ça? Moi. Ouais. Et c'est bien d'être tous les trucs? Moi. Ouais, pourquoi? Parce que c'est bien, comme ça on peut manger des choses de différents pays? Oui, et on peut jouer avec des choses de différents pays, et on peut lire des choses de différents pays. Alors, c'est quoi les trucs que vous aimez? Et on peut parler avec des gens à différents pays, oui. Comme la dame de podcast, parce qu'elle la dit dame le du truc, podcast. parce qu'elle Oui. dit le truc français. Ah, du coup, tu voudras lui parler aussi? Non.
Non. Non, tu Oui, veux pas. j'ai trop peur. Ah, t'es timide. Voilà, on commence par quoi? Par français, c'est quoi qui est bien en français? Ou en coréen? Peut-être comme les chaussettes, Les chaussettes jouets. coréennes? Oui, les jouets. Quoi, les chaussettes coréennes? Non, pas comme des non, chaussettes comme les françaises? chaussettes, comme les sushis. Ah ouais, les trucs qui sont en forme de sushi et... Ouais, ok. Et en fait, c'est des chaussettes. Ouais. Ok, Et- donc on peut avoir des trucs comme ça parce qu'on parle coréen, c'est ça? Oui. Ouais. Mais par exemple, si quelqu'un il parle pas coréen, il peut pas avoir ça? Oui. Non. Non, pourquoi? Parce que les Coréens, ils peuvent dans Christmas. Et puis, si tu habites en En Angleterre? Angleterre, tu peux pas avoir des jouets de bonne idée. Les autres pays? Corée. Ah, Ouais, parce que t'as Papa raison. Noël, il sait. Papa T'as Noël. raison. Et finalement, l'entreprise de Yoshito est un peu devenue sa mission de vie. Parti de l'envie d'apprendre à lire et à écrire en français à ses enfants multilingues, il s'est désormais fixé l'objectif d'apprendre et d'accompagner les familles dans ces apprentissages. Et pour ce faire, Yoshito a développé tout un tas d'outils, d'une chaîne YouTube, des livres, des ateliers et plus récemment, une BD. Je vais lancer une Kickstarter campaign. Donc ce sera une campagne de financement participatif. Donc en fait avec tous ces fonds, je vais pouvoir payer donc l'illustratrice qui a fait tous les dessins parce que je sais pas dessiner. Et tout le reste, je l'ai déjà payé donc il n'y a pas besoin. Donc si ça marche bien, après l'illustratrice va continuer à dessiner et ça va sortir je pense janvier 2023. Donc la BD s'appelle In Search of the Lost Words, donc à la recherche des mots perdus. Donc parce que donc l'héroïne parle donc sa langue. Donc là j'ai fait que la langue majoritaire c'était l'anglais. Donc elle parle l'anglais. Elle parle pas vraiment la langue de son père. Donc par exemple pour ton audience ce serait le français. Donc l'histoire c'est une fille qui a grandi avec deux langues, mais petit à petit elle a commencé à plus parler la langue de son père qui était la langue minoritaire. Et du coup, au début de l'histoire, elle a 14 ans, elle parle pas vraiment la langue de son père. Et donc, elle se distance de sa famille. Elle n'est pas vraiment liée avec elle. Et elle est mystérieusement transportée dans le passé. Et quand elle arrive, elle rencontre son grand-père qui a alors 8 ans. Et il y a son arrière-arrière-grand-mère, donc la grand-mère du grand-père, qui a été empoisonnée. Donc après, ils essayent d'aller récupérer l'antidote chez des gangsters. Donc c'est une histoire en fait de un peu science-fiction, action. Donc ça c'est l'enveloppe pour rendre la chose attrayante pour l'enfant. Et après donc dedans il y a le côté il faut écrire les dialogues, enfin mais juste une partie des dialogues. Donc tout le reste, tout ce qu'il y a dans l'image, tout ce que les autres gens disent, c'est pour aider l'enfant à comprendre ce qu'ils peuvent écrire. Et donc, du coup, ça peut s'adapter à n'importe quelle autre langue, du moment qu'il y a l'anglais en base. Voilà, ouais. Est-ce que toi, du coup, tu as écrit tout ça en ayant ton fils aîné en tête, justement Est-ce que c'est justement, je sais pas, un type d'histoire un peu fantastique où tu sais qu'en fait, il accrochera Comment est-ce que tu as procédé en fait, quelle était ta méthodologie là-dessus? En fait, on lisait pas mal de BD. Donc, par exemple, il y a une où il a vraiment accroché, ça s'appelle La boîte à musique. Je sais pas si tu connais. En fait, c'est une histoire super. Et donc, je recommande à tous tes auditeurs. Donc, c'est en lisant plusieurs BD comme ça où je me suis dit, je voyais que mon fils accrochait vraiment. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai, en fait, c'est écrit en français, mais il y a toutes les images qui l'aident à comprendre un peu l'action. Il peut apprendre des mots nouveaux. Et je me suis dit, j'ai envie de créer un truc où il accroche autant. Et pendant que je dessinais les sketchs, donc les croquis, pardon, pendant que je dessinais tous les croquis, il venait souvent et puis essayer de voir, de comprendre l'histoire. En plus, donc du coup, lui, il a 2 langues minoritaires. Il a le français et le coréen. Et du coup, je me dis, il pourrait compléter d'une part en français, d'une part en coréen. Mais aussi, du coup, dans le livre, j'ai mis une partie où le lecteur peut vraiment adapter ça à sa famille et sa culture. Donc, il y a des parties de l'image qui sont effacées. Donc, ça peut être, par exemple, dans le décor, il y a une étagère où il y a un tableau.
et il y aura une note en bas pour dire qu'est-ce que tu trouves chez tes grands-parents. Donc pour qu'il se rappelle, ok, chez mes grands-parents, il y a un pendule comme ça, il y a ça, il y a ça. Et aussi le paysage. Donc il y a un champ où on voit pas le champ, mais suivant les pays, il y aura différentes choses dans les champs. Donc par exemple en Corée, il y aura forcément beaucoup de rizières. Donc mon fils va peut-être penser, ok, je vais dessiner des rizières. Donc dans le livre, il peut dessiner aussi pour compléter les dessins. Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire publier finalement tout ça sous la forme de financement participatif? Pourquoi est-ce que tu n'es pas allé, je sais pas, toquer à la porte d'une boîte d'édition par exemple? En fait, je m'intéresse beaucoup à la publication depuis que j'ai publié mon premier livre. Que tu avais publié aussi en auto-édition Voilà, ouais. Et en fait, quand on fait tout seul, ça va beaucoup plus vite. Et parce que sinon, quand on cherche des éditeurs, donc si on va toquer à chaque porte, ça prend déjà du temps. Après, le procédé prend beaucoup de temps. Donc je me suis dit, j'ai pas envie que mon livre sorte quand mon fils, il est déjà trop grand pour ça. Et donc ça, c'est aussi une chose qui m'a poussé à le faire plus vite. Et du coup, mais bon, ça coûte assez cher de faire illustrer un livre. Du coup, j'ai une partie des financements. Donc j'ai mis ce que je pouvais, le maximum. Et mais le reste, du coup, je me dis, si les gens accrochent, qu'ils aiment bien l'idée, donc ils voudront sûrement qu'il y ait un livre comme ça pour leur propre enfant. Donc ils pourront contribuer pour que ça devienne une réalité. C'est toi qui lance ou c'est moi? Moi? Hein? Ah non, je suis en a. Oui, on a gagné. Parce qu'attends, regarde. Celui-là, juste, on repart en arrière, on a gagné. Non. Si, c'est ça, elle a dit on m'a. Non, c'est moi qui ai fait un. 아니야, 우리 그러면 여기서 하는 거죠. 여기 말고. Non, mais moi, le mien, il est où là? Là, tous les trous. Et du coup, 아니야, t'as dit quand on est sur la case départ, on fait -1. T'en as une malle pour faire derrière. J'ai pas le droit de gagner avec un autre là? 안 돼. 이거는 Non, il faut être là. tu inventes les règles là. 아니야, il faut être là pour sortir. Non, tout à l'heure t'as dit. Tout à l'heure t'as dit là. Maman, elle a joué quand elle était petite. Alors laisse-le. Pour apprendre à lire, à écrire, il y a beaucoup de pubs sur internet, je vois, où il y a des gens qui apprennent à leurs enfants à lire à 2 ans, 3 ans. Mais en fait, c'est vraiment quand l'enfant est intéressé. Parce que, donc moi j'avais commencé avec mon aîné, quand il avait 5 ans, qu'on était en Corée, je me suis dit, je lui apprends à reconnaître tous les caractères qu'il y a autour. Et ça va être vraiment, il va voir à quoi ça sert de pouvoir lire. Mais à l'époque, il était pas intéressé, et même si je faisais ça avec des jeux, il était bien content de jouer et tout, mais ça allait pas plus loin. Et aussi à l'époque, il voyait pas l'intérêt de lire tout seul un livre, parce qu'on lisait beaucoup ensemble, donc c'était bien, on passait des bons moments ensemble. D'ailleurs, je conseille aux parents aussi, même si votre enfant sait déjà lire, de continuer à lire ensemble, parce que c'est vraiment un moment privilégié, on passe ensemble. Ouais, mais du coup, pour en revenir à mon fils, donc à 5 ans, j'ai commencé, ça n'a pas marché, et je me suis dit, je vais attendre qu'il soit intéressé. Sachant qu'entre-temps, il a appris à lire en anglais, c'est ça? Voilà, il a commencé en Angleterre, il commence tôt, donc il a commencé à 5 ans, il savait un peu lire, 6 ans, il lisait déjà pas mal, et donc c'est à 6 ans que j'ai commencé à lui apprendre à lire, à écrire, mais j'ai vraiment vu qu'il avait envie. Et là où j'ai vu qu'il avait envie, il y avait plusieurs petits signes, mais je me rappelle, une fois je lisais un message que mon frère m'avait envoyé, donc en français, et il regardait comme ça, il essayait de comprendre, et comme il lisait l'anglais, il voyait les mêmes lettres, mais ça voulait rien dire pour lui parce que c'était une autre langue. Et du coup, je lui ai dit, mais tu veux apprendre à lire là ce qu'il écrit, tonton Mi? Et il fait ouais. Et puis il y avait plusieurs petits trucs comme ça. Du coup, j'ai commencé par des jeux, et après, ça allait tout seul. Je pense qu'il faut vraiment attendre que son enfant ait envie, qu'il montre qu'il a envie de lire. Pour l'anglais et le français, c'est surtout montrer que c'est le même alphabet, mais c'est différent. On lit pas les choses de la même manière. Mais par exemple, l'anglais, ça aide beaucoup pour deviner comment on peut lire un mot en français. Ou il y a des mots où il y a des lettres qu'on lit pas, tout ça en français, mais en anglais, c'est un peu pareil. Il y a des choses qui se ressemblent. Donc on peut utiliser des choses qui se ressemblent pour dire, tu vois, en anglais,
ça on le lit pas, bah dans ce mot-là, ça on le lit pas non plus. Et en français, mais j'essaie quand même de lui expliquer la logique. Pourquoi, par exemple, quand on dit, on écrit petit, pourquoi il y a un T qu'on lit pas à la fin? Parce que quand c'est une fille, on dit petite, par exemple. Donc j'essaie de lui expliquer ça pour pas que ce soit genre, ok, des fois on lit pas, des fois on lit. Et pour le coréen, bah c'est l'anglais a aussi beaucoup servi parce que c'est aussi une combinaison de voyelles et de consonnes. Du coup, c'est la même logique et c'est juste des images différentes, en fait, des signes différents. Et pour le coréen, par exemple, le fait qu'il sache parler coréen, ça l'a beaucoup aidé à deviner les mots. Que, ka, zon, que, ka. As a child, I had to learn a list of kanji every week for a weekly kanji test. 30 years later, my sons do the same, but they have to learn a list of words for their spelling test in school. And even if there is 30 years difference, the advice given is always the same. You need to repeat and write and write and write to memorize the words. Il y a énormément de clichés qui circulent à propos du multilinguisme et du bilinguisme dans le monde. Alors j'aimerais faire un petit point sur les clichés en compagnie de Yoshito. Le premier cliché que je lui ai demandé d'adresser, c'est « Est-ce que nos enfants parlent véritablement plus tard qu'un enfant non bilingue ?» Non, je suis pas d'accord. Forcément, il y aura un petit retard au niveau peut-être des phrases. Donc parce que par exemple, quand un enfant apprend deux langues, par exemple s'il y a du lait, il va apprendre du lait et puis milk. Il y a deux mots qu'il apprend. Un enfant qui est juste anglais, par exemple, va juste avoir à apprendre un mot. Donc peut-être il va apprendre une plus grande variété de mots. Donc il pourra pointer plus de trucs. Et quand il va commencer à faire des phrases, bah, les phrases qu'il arrivera à faire, forcément, elles seront un peu plus complexes au début. Mais il faut se dire aussi que de l'autre côté, il fait tout ça dans une autre langue. Donc au niveau de sa capacité à apprendre, les recherches montrent qu'en général, ils apprennent même plus de mots. Parce qu'ils doivent, il y a plus de choses il y a le même nombre de choses qui sont intéressantes pour eux, mais ils doivent l'apprendre en deux mots pour parler à papa, pour parler à maman ou pour parler aux amis à la maternelle et tout. Du coup, ils apprennent plus et après ce retard est rattrapé très vite parce que c'est juste une histoire de comprendre comment ça marche. Donc, des fois, il y a un petit retard, mais des fois, il n'y a pas de retard. Mon aîné a eu du retard par rapport, je trouve, à la moyenne des anglophones. Quand il parlait, il avait genre 6 mois de retard. Mais mon aîné, mon cadet, quand il allait à l'école, quand il allait à 2 ans à la crèche, les profs disaient qu'il parlait mieux que d'autres qui parlaient que l'anglais. Donc ça dépend vraiment des enfants. Et il faut pas se dire que, ma mince, il est un peu en retard, donc c'est à cause parce que je lui enseigne. Enfin, je lui parle dans 2 langues. Cliché numéro 2, les enfants mélangent. Ils mélangent les langues. Moi, ce qu'on m'a toujours dit, c'est qu'en fait, nos enfants possèdent plus d'un mot pour expliquer quelque chose. Donc, il ne s'agit pas vraiment d'un mélange, mais plutôt d'un lexique hyper riche. Qu'est-ce qu'il en pense, Yoshito ? Parce que, par exemple, ton fils, il sait que tu comprends l'anglais. Donc, s'il connaît pas un mot en français, il me parle anglais. Ouais. Il va dire en anglais. Et c'est comme, en fait, c'est comme les monolingues. Enfin, quelqu'un qui parle que anglais ou que français. Il va utiliser d'autres moyens de communiquer quand il sait pas un mot. Et quand on veut utiliser un truc, on dit, le truc là-bas. On va pas dire le mot. Truc, ça remplace quelque chose. On va faire des signes. T'as pas le truc comme ça pour la glace? Je sais pas comment ça s'appelle, là, je sais pas comment on dit en français. La glace, je sais pas. Ouais, voilà. La cuillère, là, pour prendre les boules de glace, c'est un nom spécial, mais je sais pas c'est quoi, je vais faire le geste. Ben voilà, du coup, on mélange, même dans notre langue, on utilise des mots à la place de ça. Mais si un enfant bilingue, il a pas un mot dans une langue, mais en fait, il le connaît, comme t'as dit, le scoop, ou tout à l'heure, je savais, la confuse, j'avais oublié le mot embrouillé. Bah, j'utilise le mot anglais parce que je sais que tu comprends l'anglais. Mais c'est ça, en fait. Ouais. Et l'essentiel, c'est qu'on arrive à communiquer, en fait. C'est pas autre chose. Non, mais complètement. Mais du coup, les enfants, ils sont pragmatiques, en fait. Ils se disent, je connais ce mot et elle comprend ce mot aussi. Je vais l'utiliser. Et donc, ils sont pas
embrouillés du tout. Ils savent ce qu'ils font. Et après, peut-être, quand ils parlent en français, ils vont dire « Ah, la bleue voiture » au lieu de la voiture bleue. Bah après, ça, c'est des choses qu'ils apprennent parce que même en tant qu'un enfant monolingue, il va faire des erreurs comme ça. Pas forcément cette erreur, mais il va faire d'autres erreurs. Et après, il faut le temps qu'il apprenne à bien dire la phrase ou l'expression. Et est-ce qu'il y a d'autres clichés sur le multilinguisme auxquels Yoshito souhaiterait répondre? Ou même un peu plus généralement, y a-t-il quelques conseils complémentaires que Yoshito souhaiterait partager avec nous, famille, parents? Bah qu'ils enlèvent une richesse à leurs enfants. Et aussi, je me dis, donc je veux pas les culpabiliser non plus, mais que, en gros, quand on sait parler ces langues, on se sent plus faisant partie d'un groupe. Et on dit souvent, peut-être les enfants bilingues, ils se disent ah mais je suis ni, par exemple mes enfants peut-être ils vont se dire je suis ni vraiment anglais, ni français, ni coréen, mais plutôt que ça, s'ils savent parler, qu'on leur donne l'amour, enfin qu'on montre que nous on aime nos origines, mais qu'on aime aussi le pays dans lequel on vit, ils vont être plus en harmonie avec eux-mêmes. Et du coup, le fait de les priver d'une langue, c'est un peu les priver d'une certitude qu'ils pourraient avoir plus tard. Que si on parle une autre langue, que ça nous tient à cœur, on pense que ça fait partie de notre identité, transmettre cette partie de nous-mêmes à nos enfants. Quand on communique avec nos enfants dans la langue dans laquelle on peut parler couramment, on peut transmettre beaucoup plus de choses. C'est important. Enfin, ouais, je trouve que c'est vraiment identitaire et que quand on enlève une langue, on enlève on les prive d'une partie de leur identité. Moi, le gros souci que j'ai eu, c'était plutôt apprendre à lire et à écrire en japonais. Vu que l'écriture coréenne aussi, c'est un alphabet différent du français et de l'anglais, c'était important pour moi de permettre à mes enfants de pouvoir lire et écrire dans toutes leurs langues. Donc j'ai commencé à faire ça pendant le lockdown, le confinement. J'ai commencé à enseigner à mon aîné à lire et à écrire. Et en fait, ça venait assez naturellement parce que je suis prof de langue. J'ai beaucoup de réflexes en fait de prof. Donc je sais comment l'intéresser. Donc je fais beaucoup passer l'enseignement par le jeu. Donc je veux que mes élèves ou mes enfants s'amusent et que l'apprentissage soit en gros une conséquence qu'ils apprennent par exemple à lire, à écrire parce qu'ils s'amusent et qu'ils ont envie de s'amuser. Et je me rendais compte qu'en fait c'était un truc que beaucoup de parents ont envie. Enfin, ils ont envie que leurs enfants sachent lire et écrire dans leur langue. Ils n'ont pas forcément accès à des écoles dans leur langue. Et donc le fait de créer mon entreprise, c'était vraiment parce que je me suis dit, moi je suis à l'aise de faire ça. Il y a plein d'autres parents qui en ont besoin et qui sont pas forcément à l'aise, qui se posent beaucoup de questions. Donc moi je suis arrivé en Angleterre quand je faisais mes études, donc avant d'avoir mes enfants et j'ai eu mes enfants quand j'avais mon aîné quand j'ai eu 30 ans. Et c'est vrai qu'en fait à 30 ans, le fait de passer à la trentaine déjà, je me disais quel genre de personne je vais être. Enfin, souvent tu sais on coupe vingtaine, trentaine, quarantaine, et du coup moi c'était comment on dit, je passais à une autre étape de ma vie. Je me disais maintenant je suis papa et qu'est-ce que je veux donner à mon enfant, quel genre de vie je veux qu'il ait, tout ça. Du coup c'est en me projetant dans l'avenir et en me demandant quel genre d'enfant je voulais quel genre de personne je voulais qu'il devienne, que je me suis senti plus moi-même multilingue et que je voulais vraiment transmettre ça à mes enfants. Donc pour moi c'est important qu'ils puissent parler toutes leurs langues. C'est aussi vraiment le côté émotionnel, qui sentent d'où ils viennent et je me dis qu'en fait savoir parler une langue, on peut se dire plus que ça fait partie de notre identité que si on dit moi je suis d'origine ça ou ça mais qu'on peut pas parler. J'ai l'impression que ça fait un peu une barrière. Donc je voulais déjà qu'ils puissent se sentir d'un point de vue identitaire de leurs multiples origines et aussi par rapport à la famille, qu'ils puissent vraiment communiquer avec leurs cousins, s'amuser avec eux
et que ce soit pas une barrière, qu'il n'y ait pas une barrière de la langue. Donc, ouais, pour moi, c'était important qu'ils puissent parler. Et le côté lire et écrire, c'est plus d'un point de vue identitaire. Parce que quand ils vont en Corée ou en France, je veux qu'ils puissent comprendre tout ce qu'il y a autour, pas qu'ils se sentent comme des étrangers. Ah ouais, mais je comprends pas ce qu'il y a écrit tout autour. Donc le parler, c'est plus côté famille et bah, aussi professionnel. Mais pour lire et écrire, c'est plus côté identitaire, je pense. Se l'approprier finalement, Ouais, voilà. cette culture, cette Ouais. langue. D'accord. Et ta femme, elle parle, enfin tu disais qu'elle est coréenne, elle parle aussi anglais, j'imagine, comme c'est à Londres. Ouais, mais en fait, on s'est rencontrés en France, donc on parle tout en Donc français. elle parle aussi français. Ouais. D'accord. Elle a Votre langue vécu, de fonctionnement, c'est le français. Voilà. Donc, quand je parle avec elle, je parle en français. Et elle parle français avec moi, mais coréen avec les enfants. D'accord. Ok. Et donc toi, tu parles français avec les enfants. Ouais, Et l'anglais, c'est à l'école. voilà. Quel est l'objectif de Yoshito avec cette campagne de financement participatif? Est-ce que c'est un nombre de publications et de backing, comme on dit? Est-ce que c'est une sensibilisation générale au multilinguisme? Est-ce que c'est s'assurer, tout simplement, la publication de son livre? Kickstarter, un truc important à savoir aussi, c'est que si jamais j'atteins pas le but de financement, je reçois rien du tout. Donc, il n'y a pas de livre. Donc, peut-être ça, c'est un détail important à mentionner. Je veux aussi permettre aux gens de voir, de comprendre, et aux enfants aussi de comprendre ce que c'est que le bilinguisme, et pas qu'ils entendent juste les gens leur parler. Par exemple, comme j'ai dit, moi, j'ai souffert du fait de me dire que je devais parler aussi bien japonais et français. Donc, il y a tout ce genre de choses que je fais passer dans l'histoire, que j'aimerais qu'il y ait plus de gens qui soient au courant. Et aussi, c'est un livre qui est pour les 8-12 ans, donc qui est un peu au-dessus de la tranche d'âge où en général, on trouve des livres pour les enfants bilingues. Donc, il y a beaucoup de livres bilingues, des livres qui parlent du bilinguisme, mais souvent, c'est très positif. Mais je pense que quand ils ont 8 ans, 12 ans, ils se posent plus de questions eux-mêmes. J'ai essayé de les adresser. Donc, c'est vraiment un discours, enfin, pas un discours, j'ai essayé de faire passer quelques leçons dans ce livre, tout en gardant ça super amusant, qu'ils ont envie de lire l'histoire, et en gros même presque ils se rendent même pas compte de l'histoire, mais que comme ils se rappellent de l'histoire, peut-être plus tard ils vont se dire ah oui mais moi aussi c'est comme ça, ou donc qui est plus un awareness, plus Plus de sensibilisation. voilà, et que les gens se rendent un peu plus compte de ce que c'est que de grandir en tant qu'enfant bilingue ou multilingue. Est-ce que je me considère plutôt français ou japonais ou anglais? Alors déjà, anglais, je dirais non. Je me sens français-japonais et je suis bien content de... En fait, j'aime bien me sentir étranger dans un pays parce que je trouve que ça me donne une liberté d'être comme je veux. Quand on est étranger, et quand on a l'air étranger aussi, parce que j'ai l'air étranger, quand on est étranger, on peut faire un peu comme on veut, et les gens, au pire, ils vont se dire « Ah bon, il fait comme ça parce que il fait comme ça chez lui, entre guillemets, chez lui, ou il est pas d'ici. » Mais moi, ça me convient très bien, et j'ai pas envie de... Je veux m'assimiler, donc je vais pas faire des choses qui vont choquer, etc. Mais je suis content... en fait, non, j'ai jamais essayé de me sentir anglais. Je pense que c'est dur de se sentir d'un pays, et je pense que ça vient naturellement. Peut-être aussi parce que je suis prof de français et je transmets ma langue et ma culture. Du coup, je suis toujours, je pense, dans la position de l'étranger, et ça me va très bien. Et maintenant, en fait, je me sens vraiment français, coréen, ouais, voilà. Alors, quand j'étais en primaire, je sais que je disais toujours, je suis moitié français, moitié japonais, et dans ma tête, j'avais vraiment l'image de, ok, il y a la moitié de moi, genre 50% qui est français, 50% qui est japonais, et on me faisait aussi souvent remarquer, ah, mais tu fais ça parce que t'es japonais. Donc, par exemple, je me rappelle qu'à un moment, un des premiers jobs que j'ai eu, c'était de travailler dans un cinéma où j'accueillais les clients. Et apparemment, je me rendais pas compte, mais quand je coupais les tickets pour leur indiquer la salle, j'ai un petit hochement de tête, comme les Japonais quand ils saluent. Pas aussi prononcé, parce que je pense que sinon je m'en serais rendu compte,
Mais par exemple, j'ai un petit hochement de tête et on m'a dit, ah, tu fais ça comme les Japonais. Ou, ah, t'es travailleur comme les Japonais. Plein de choses comme ça. Et bon, ça a toujours été positif, donc ça va. Mais je pense que d'une part, on m'avait collé l'étiquette de franco-japonais. Enfin, non, on m'avait collé l'étiquette de moitié japonais, moitié français. Et du coup, je me disais, bon, bah ça, je suis comme ça parce que je suis français, je suis comme ça parce que je suis japonais. À l'adolescence, j'ai commencé à me dire, j'ai l'air d'un japonais, mais je suis français. Dans ma tête. Donc c'était quand même, j'étais franco-japonais, mais plus japonais en apparence, et français à l'intérieur dans ma manière de penser, etc. Et maintenant, donc, depuis qu'en fait j'ai mes enfants, mes propres enfants, et que du coup je fais un peu plus de recherche sur ce que c'est que d'être multilingue, je me rends compte que bah je suis juste français, japonais et un petit peu anglais peut-être maintenant dans ma manière de faire les choses. Ouais, parce que des fois quand je vais en France, j'ai ces petites réflexions, je me dis ah ouais quand même en Angleterre c'est mieux. Je dirais par exemple sur la route, je trouve que les Anglais sont vachement plus polis qu'en France. Du coup c'est un truc que j'apprécie de l'Angleterre et bah, j'essaie de prendre un peu de toutes les choses positives qu'il y a dans tous mes environnements, toutes mes cultures. Bah, je me sens pas complètement de quelque part et je suis content d'être un peu de tout ce qui fait qui je suis maintenant. Donc français, japonais parce que j'ai grandi comme ça et anglais parce que maintenant j'y vis. Cela conclut notre épisode. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'adresse un grand merci à Yoshito pour cet échange que j'ai trouvé très intéressant. Si vous souhaitez l'encourager et soutenir son projet de BD sur le multilinguisme, je vous mets le lien de la campagne Kickstarter dans la description de cet épisode. Tradition oblige, je vous propose de découvrir un petit extrait de ce dont on va parler la semaine prochaine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse journée, une très belle semaine et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire. 다섯 번 갈 수, 5칸 갈 수 있어. 이게 더 좋은 거야. 이제 3, 4, 5. 다섯 칸 갈 수 있고. S'ils sont tous à l'endroit. comme ça. Ça fait 5. 5 fois, tu peux y aller. Attends, si on a Là, un qui est à l'envers, ça fait 1. Si on a 2, ça fait 2. 3, 4. Et après, ça fait 5 quand les 4 ils sont à comme l'endroit. Ça c'est difficile. Mais si on fait un marque comme ça, ça s'appelle pecto. Ça c'est do, ke, kol, yut, Ça veut dire quoi, do? mo. Je sais pas trop en fait. Ah, c'est ça, juste on des l'appelle mots, comme ça. ok. On l'appelle comme ça. Moo, a type of cow. 무가 뭐